Bien, merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation pour participer donc à cette table ronde dédiée notamment à la thématique de la donnée, des données dont on parle évidemment beaucoup depuis ce matin. Donc à mes côtés, Christophe Leray, directeur général STEAM, groupement des mousquetaires Intermarché, également membre du CIGREF. Éric Botorel, à mes côtés, député, coprésident du groupe d'études économie numérique de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle. On y reviendra bien entendu. Jean Laroumé, expert de la gouvernance des cyberrisques et PDG d'Egeri Software. Et puis monsieur Bernard Lassus, directeur du programme Linky chez Enedis. Alors ensemble, on va revenir sur cette thématique de la donnée, ce que l'on appelle beaucoup, ce que titrent les tabloïds, cet or noir du 21e siècle. Je sais que ça fait sourire certains d'entre vous. Alors, on a beaucoup parlé de stratégie, de vision stratégique, d'autonomie stratégique, de souveraineté numérique. Ce sont des thèmes sur lesquels on va revenir. Sur quelle stratégie pour là ou les données? Est-ce qu'on parle de tout cela au pluriel, au singulier? On reviendra évidemment sur l'open data en lien avec le RGPD, dont on parle évidemment depuis ce matin. On évoquera l'économie. Évidemment, de la donnée. Et puis, la question, évidemment, du cloud, hein, c'est quand même le thème de cette journée, et cette thématique du cloud souverain. Est-ce que c'est derrière nous? Où est-ce qu'on en est à l'heure où on parle, évidemment, de l'Europe? Alors, peut-être, avant d'aller un petit peu plus loin dans les débats, démarrer, peut-être Jean Laroumé évoquer, finalement, cette aujourd'hui essentiel pour pouvoir définir la protection de la donnée, puisque c'est ce dont on parle finalement depuis ce matin, d'en connaître à la fois la nature et la sensibilité. Alors comment fait-on pour apprécier cette donnée et pour la qualifier? Merci Mélanie pour la question. Avant de parler de stratégie de données, je crois qu'il faut déjà parler, je l'ai entendu ce matin d'ailleurs, de maîtrise de la donnée. Au même titre qu'en cybersécurité, on doit maîtriser la donnée d'un côté et puis le système de l'autre. C'est vraiment l'enjeu d'ailleurs de la démarche d'industrialisation. Et en privacy, on doit aussi maîtriser le système et puis rendre la maîtrise de la donnée aux acteurs, aux citoyens. Pour positionner en fait le bon niveau de cyberprotection au niveau des données, il faut se poser la question, quelle est la valeur de ma donnée et par quel biais je pourrais avoir une compromission de cette donnée. Donc effectivement, la question, c'est quelle est la sensibilité de ma donnée. Donc on voit maintenant, on en a parlé déjà, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure encore, de la monétisation de ces données, mais en cybersécurité, on regarde des critères de sécurité qui nous aident à avoir un niveau de sensibilité, à mesurer la valeur de la donnée sur des critères qui sont bien connus des acteurs de la cybersécurité et de privacy, donc la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et tout l'enjeu est de cartographier au sein de nos données la sensibilité de ces données sur ces critères-là. Alors on s'appuie sur des métriques au niveau de la défense, et le ministère de la Défense, ça fait longtemps qu'on a des niveaux de classification. C'est des choses qu'on essaye de mettre en place et que les grands groupes ont déjà déployées, mais c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, c'est pas forcément évident pour les acteurs métiers, qu'on soit dans le secteur civil d'ailleurs ou dans le secteur public. Qu'est-ce qu'une donnée sensible ? Au niveau du ministère de la Défense, c'est normalisé, mais par exemple dans l'administration française, quand on travaille au sein d'une collectivité, les données d'état civil sont des données sensibles, sont des données particulières. On entendait ce matin les données relatives aux organismes bancaires, des données de prêt, des données de santé, ce genre de choses. C'est des données qui sont hautement confidentielles. Donc il faut essayer d'impliquer les acteurs métiers dans l'appréciation de ces données pour que c'est eux qui les produisent généralement, c'est eux qui les manipulent et qui les utilisent pour pouvoir positionner le bon vecteur de niveau vis-à-vis de la sensibilité de ces données pour savoir après proportionner les mesures de sécurité vis-à-vis des risques cyber. Voilà, donc peut-être en conclusion, c'est en cybersécurité, en tout cas, la bonne stratégie de la donnée, il faudra l'appuyer sur une analyse de risque. Peut-être Christophe Leray, un mot sur l'aspect gouvernance. Alors Pierre Bélanger, à l'instant, disait qu'il n'aimait pas ce terme un peu nuageux de la gouvernance, mais quels sont finalement les enjeux? Et puis peut-être pour réagir à ce que disait Jean à l'instant, au sein de votre structure, est-ce qu'il y a effectivement ce rapprochement métier, cette analyse de risque en amont qui semble donc essentielle? Alors peut-être déjà pour réagir à votre propos,
Autant effectivement le ministère de la Défense et l'ensemble de l'industrie qui peut tourner autour a des règles extrêmement strictes et définies, claires depuis très longtemps en matière de classification de données. Autant dans le secteur des entreprises privées qui sont loin de ces milieux-là, c'est un sujet qui est encore largement en devenir. C'est extrêmement compliqué à structurer et encore plus à faire respecter dans des entreprises qui n'ont pas du tout de culture autour de cette notion de confidentialité de l'information. Alors la gouvernance, oui, c'est un grand mot. Effectivement, si on essaie de le rendre concret, je pense que ce qui est en train d'émerger actuellement autour de la data au sens large du terme a l'énorme mérite de donner l'opportunité de créer réellement de la propriété, enfin l'ownership en anglais, c'est-à-dire faire en sorte de développer progressivement cette notion d'appropriation des données par des fonctions métiers qui, jusque encore tout récemment et encore dans largement un large grand nombre d'entreprises, considèrent que ce n'est pas du tout leur sujet, que c'est le sujet de l'informatique. C'est un vieux débat entre les informaticiens et les différentes fonctions métiers. Les gens de la DSI, les pros qui manipulent ces data-là, considèrent que ce n'est pas à eux. Mais alors les gens dans les métiers considèrent que ce n'est pas du tout à eux. Et il y a un vrai sujet autour de ça qui est l'appropriation, faire en sorte que une personne qui gère une donnée client ou qui gère une donnée de prix ou qui gère une donnée, quelle qu'en soit la nature, se sente réellement propriétaire et s'en sente responsable donc. Aujourd'hui, c'est plutôt un objet un peu exogène qui est dans une machine, là, on n'y comprend pas grand-chose et on ne veut surtout pas comprendre. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. Et je pense, alors vous avez déjà parlé de RGPD à l'évidence, mais je pense que le RGPD, pour ce qui est des données clients, est une véritable opportunité pour développer cela. Et on a vu effectivement se monter en puissance sur les dernières années au gré de la préparation des entreprises à la RGPD. C'est clairement, pour ce qui est de la donnée client, et c'est déjà un pas important, un vrai levier d'appropriation par les personnes dont c'est censé être la responsabilité de ces données qui sont sensibles. Et il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui grâce à tout le battage médiatique qui est fait autour de ça, et grâce aussi à tout l'apprentissage par l'erreur qu'on peut connaître avec les vols de données et les fuites, etc., dont on a pu entendre parler depuis quelques années. On a un vrai progrès autour de ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'appropriation. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et là encore, comment on s'organise autour de cette donnée, donc d'où le terme de gouvernance. Moi, l'expérience que j'ai pu avoir au cours de ces dernières années, je suis arrivé à une conclusion toute bête après le premier data lake que j'ai pu faire monter dans mes équipes il y a 3-4 ans. C'est la donnée, c'est l'information c'est le pouvoir. Et donc, on ne partage pas. Donc au sein de l'entreprise, il y a des vrais sujets d'organisation effectivement autour du pilotage de la donnée parce que traditionnellement, chacun garde son petit précaré, chacun garde son information pour lui et la distille à son gré. Et l'arrivée de technologies telles que les data lakes, qui consistent à mettre tout au même endroit et à partager assez ouvertement la donnée, viennent casser ces silos-là. Alors, on va revenir tout à l'heure, si vous le voulez bien, juste après sur cette organisation du Data Lake dont vous parlez. Peut-être une réaction à ce que vous expliquez en matière de gouvernance avec Bernard Lassus, donc Enedis, dont vous êtes le directeur du programme Linky, je l'ai précisé. On voit bien que le monde de l'énergie se transforme, notamment à travers les enjeux de la transition énergétique. Donc, il y a un rapport à la donnée qui évolue, qui se transforme. Comment est-ce que vous abordez cette transformation, ce rapport à la donnée et peut-être dans la continuité, comment fonctionne ce système Linky dont on parle beaucoup? Je vais essayer d'être court. Je pense que pour revenir à la donnée, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on a besoin de la donnée, je pense, et au travers, je dirais, du sens que l'on va mettre autour de la donnée pour qu'elle se soit partagée d'une certaine manière, parce que je vais revenir là-dessus très rapidement. Il y a un problème d'acceptabilité sociétale qui a été abordé tout à l'heure. Et si on ne comprend pas le sens de pourquoi on recueille cette donnée, il est difficile ensuite après de légitimer et de communiquer autour de ça. Alors le monde de l'énergie
connaît une véritable révolution, ne serait-ce que par la production. On quitte un monde d'une production très centralisée vers une production qui est de plus en plus répartie. Donc de ce fait, le réseau, pour le piloter, on ne peut plus le piloter avec les objets du passé, qui sont nos braves anciens compteurs et bien d'autres objets. On est obligé donc de mettre en place des capteurs, donc notamment des compteurs, qui vont rapatrier des données, qui vont permettre donc de mieux piloter et donc de mieux exercer notre mission de service public. Donc ça, c'est un premier point. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce réseau? Il y a effectivement l'énergie renouvelable. Il y a à peu près 400 000 producteurs aujourd'hui. Il y en aura bien plus demain. Il y aura en 2030 à peu près 7 millions de recharges de véhicules électriques. Si tout le monde, entre guillemets, s'amuse à recharger son véhicule en même temps, là, je pense qu'on ne saura plus exercer notre mission de service public. Donc, il faut là aussi donc mettre en place ces capteurs. Mais on n'est pas les seuls à avoir besoin de cela. Les collectivités territoriales aussi, pour mener des politiques d'efficience énergétique, vont avoir besoin d'un ensemble de données. Donc on le voit sur Lyon, qui est pratiquement une métropole qui est à 100% avec des compteurs communicants, dans des quartiers, donc construit des écoquartiers qui sont à énergie positive, et à partir de là, il faut les piloter autrement, et là aussi, on a besoin de la donnée. Il en est de même pour les fournisseurs d'énergie qui doivent construire des offres. Ces offres, il faut aussi se baser sur, je dirais, donc des données. Et puis, le dernier, mais certainement le plus important, le client qui a une aspiration de devenir de plus en plus acteur de sa consommation. Donc il faut pouvoir lui donner des données qui soient accessibles et qui lui permettent, je dirais, d'agir et d'être un éco-acteur, comme on dit. Mais aussi, la donnée amène aussi beaucoup plus de confort, beaucoup plus... Enfin, je ne veux pas développer. Donc on voit bien qu'il y a... l'enjeu de la donnée pour les énergéticiens de demain, et notamment pour un électricien exerçant une mission de service public, un enjeu majeur. Donc il est clair que quand un électricien, comme nous le sommes, s'engage dans le domaine de la donnée, on voit bien qu'on rejoint assez vite trois grands sujets. Un, c'est le sujet de la cybersécurité. Et là, effectivement, avec l'ANSSI, on a travaillé sur des analyses de risques très pointues, pas simplement autour de la donnée, mais autour du système. Je pense que là, dans cette affaire-là, ce n'est pas simplement un problème de données, c'est aussi un problème de système en tant que tel. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, l'infrastructure que l'on construit, nous sommes amenés à gérer à peu près 8 à 9 millions d'événements par jour. Donc là, c'est de l'intelligence artificielle avec des algorithmes excessivement puissants. Donc là, on voit bien qu'il y a une dimension cyber, donc faire des analyses EBIOS, enfin là, je suis plein de spécialistes autour, je veux pas. Donc il y a cette point-là. Deuxièmement, après, il y a le problème de la donnée, vu qu'effectivement, même si les données que nous transportons sont des données de consommation globale qui ont un caractère assez lointain par rapport à la vie privée, je dirais, du client, sauf s'il le demande, mais là on rentre dans les problèmes avec la CNIL, le consentement, d'encadrement, tout ça. Et puis troisièmement, moi c'est un point qui me tient à cœur parce qu'on y est confronté toujours, c'est le problème de l'acceptabilité sociétale. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Si on n'est pas capable de mettre du sens autour de ce que l'on fait et de pouvoir le partager, c'est pas le tout de le posséder, mais si on n'est pas dans la capacité de le partager, notamment au niveau des médias, on va se retrouver dans une situation très, très délicate. Et nous y sommes confrontés, même si quelque part ce programme tient toutes ces KPI sans aucun, je dirais, l'ensemble des KPI sont tenus, mais on voit bien qu'on a une thématique autour de l'acceptabilité qui couvre le champ sociétal, que ce soit dans le rural, que ce soit dans l'urbain, que ce soit au niveau politique, que ce soit... Donc ça, c'est un vrai souci si on n'est pas capable de mettre du sens autour de ça et d'être suffisamment pédagogique, quoi. Alors, on va revenir effectivement à la fois sur la question de l'organisation et puis la question de l'acceptabilité, parce qu'on a bien compris que le client final, l'utilisateur, c'est lui qui décide. Et donc, effectivement, si il n'adhère pas, n'a pas confiance ou tout cela n'est pas suffisamment transparent, effectivement, ça ne pourra pas fonctionner. Peut-être un mot, Eric, concernant l'approche de la donnée dont on a déjà un petit peu parlé. Vous préconisez finalement une approche
transversale, différenciée, mais pas sectorielle. On a un peu l'impression que c'est en décalage avec le rapport Villani. Vous aurez du mal à me mettre en décalage avec le rapport Villani, mais je veux m'inscrire dans les mots qu'a prononcé Jean tout à l'heure. Je pense qu'il faut regarder d'où on vient. On vient avec une doctrine qui a été pendant très longtemps et qui est encore en vigueur d'ailleurs à certains endroits, de notion qu'on n'est jamais mieux sécurisé que si on a des datas proches de chez soi et quasiment il faudrait les avoir dans sa poche. C'est ce qui a donné le cloud souverain, qui venait pas du tout de la tête de quelqu'un qui a été un IT. On était sur la conservation des œuvres d'art et on cherchait à protéger le fait que si la Joconde quittait le territoire, il fallait être absolument sûr qu'elle puisse y revenir et que donc on appliquait à la data finalement des doctrines qui étaient sur des choses qui étaient théâtrées à la matérialité. Là, on est sur l'extraterritorialité, on est sur la volatilité, on est sur la dispersion. Autant dire que le cloud souverain n'est pas la plus grande réussite ces derniers temps, et quoi qu'on puisse dire, je crois que vous avez parlé du système allemand. De ce que j'entends, les retours que je peux avoir de l'encapsulation des data par Deutsche Telekom sur un cloud de chez Microsoft n'est pas aujourd'hui jugé comme étant totalement performant, en tout cas séduisant. Et, bon, je rebondis sur le terme d'acceptabilité. La performance des entreprises est très liée à l'acceptabilité par leurs clients des offres qu'elles veulent bien leur faire. Et je pense que quand on ne rencontre pas ces clients, on a du mal à pouvoir s'épanouir. Alors, pour revenir à votre question originale sur la transversalité des données, d'où on vient, donc on vient cloud souverain. On vient aussi d'une doctrine c'est un peu ce qui frappe le monde des nouvelles technologies aujourd'hui. On baigne dans un climat paranoïaque, alors tant mieux parce qu'il faut, comme le dit le patron de Kaspersky, être suffisamment paranoïaque pour pouvoir se protéger au niveau de son IT, comme on le fait dans la vie quotidienne pour d'autres choses. Mais en même temps, on voit surgir des champs de principes de précaution à outrance. Je juge à outrance, donc ça n'engage que moi, et qui font que, globalement, ne sachant pas totalement cerner l'objet de ce que peut être la donnée personnelle, la donnée sensible, la donnée protégée, la donnée scolaire, etc., on considère qu'on a devant nous, quand je dis on, d'ailleurs le Parlement en a sa part, puisque nous on légifère là-dessus, un objet qu'on a du mal à cerner, du mal à identifier, et on se dit par facilité peut-être, on va créer une liste de choses sur lesquelles on va tirer des terrains d'exception. Et en gros, on commence à y mettre les données de santé, après on y met les données scolaires, après on met les données bancaires. Résultat des courses, nos entreprises qui tirent leur profit de l'exploitation, même des données, en les traitant, en les sous-traitant, en les martyrisant, en les mettant en valeur, sont devant quelque chose où on ne sait pas trop quel règlement lui apporter. Alors le règlement général de la protection des données a au moins un avantage, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on a sur le champ et sur la longueur de portée du règlement général de protection des données quelque chose d'homogène, enfin. Il ne règle pas tous les sujets, vous l'avez évoqué précédemment et probablement vous l'évoquerez dans l'après-midi. Il y a de nouveaux sujets qui arrivent, l'identité numérique des robots, la patrimonialité, vous avez évoqué Cédric Villani, il dit dans son rapport de l'intelligence artificielle qu'il faut effectivement probablement faire un peu autrement. Il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de dataset. Et on ne peut pas être toujours dans il faut être paranoïaque, mais en même temps, il ne faut pas se mettre des limitations. Il ne s'agirait pas que la France devienne le champion de l'éthique pendant que d'autres sont les champions économiques. Parce qu'à la fin, celui qui gagne, c'est quand même le champion économique. Alors on peut être les deux. Un peu ce que disait le président Macron lors de son intervention au salon parisien. Common good and innovation at the same time. On peut faire les deux en même temps. Et je suis convaincu qu'on peut faire les deux en même temps. Mais il va falloir probablement mettre un coup de pied dans la fourmilière de choses dont on a établi des principes et qui font qu'aujourd'hui c'est un peu immuable. Parmi ces principes, et qui régule ou qui ne régule pas justement la circulation des données autant qu'il le faudrait, je pense qu'il faut qu'on se réinterroge sur la pertinence qu'on peut avoir d'une approche d'une donnée différenciée parce qu'elle est celle d'un hôpital, parce qu'elle est celle d'une collectivité, parce qu'elle est celle d'un fichier d'état civil. Parce qu'à la fin des fins, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez des chaînes hospitalières qui investissent dans les systèmes d'information, elles l'ont fait massivement ces dernières années, elles continueront de le faire, mais que les systèmes sont non interopérables, on finit par faire du cloud clandestin, on finit par faire de la messagerie clandestine et on envoie les images de l'IRM par le téléphone parce que ça ne marche pas avec le reste. Donc je pense qu'on gagnerait une chose, c'est de se dire, voilà, il y a des données sensibles, il y a des données protégées, puis il y a des données qui sont ni sensibles ni protégées, et arrêtons de voir que parce que c'est un hôpital qui a produit de la donnée, alors c'est une donnée de santé, alors elle répond à un règlement particulier. Je suis désolé, mais il y a des plans qui sont faits par des sous-traitants pour Airbus, qui sont au moins aussi sensibles que d'autres données qui sont faites et produites ici au sein de l'enceinte de l'école militaire. A contrario, il y a aussi des données qui sont faites par les hôpitaux ou par Airbus, qui sont loin d'être des données sensibles ou des données protégées. Se posera donc la question, et je terminerai par là,
une fois qu'on a dit ça et qu'on met un coup de pied dans la fourmilière, comment on remet un peu d'ordre. Je sais bien que la gouvernance est un peu nuageux, mais enfin c'est le concept puisqu'on parle de cloud. La question, c'est de savoir comment on régule. Et ce qu'on fait, vous avez nommé tout à l'heure une entreprise française, je crois, en tout cas une entreprise qui dit être présente sur ce marché-là, mais est-ce qu'on fait des places de marché, par exemple, sur les données? Quelle est l'autorité qui régule? Est-ce qu'on est proche du modèle de la crypto-monnaie ou de la blockchain? Est-ce qu'on utilise d'ailleurs ces technologies pour faire de la mise à disposition, de la médiation de la data, étant entendu que la technique, mais là, vous avez des experts qui sont plus pointus encore que moi dans la salle, la technique utilisée sur la crypto-monnaie n'est pas du tout la même technique que celle utilisée dans l'IT, puisque quand on envoie un mail, en fait, on n'envoie pas un mail, on copie un mail. Tandis que la crypto-monnaie, et c'est justement pour ça qu'on se passe un tiers de confiance, c'est que quand on donne un Bitcoin, il a vraiment quitté celui qu'il avait. Mais il va falloir, une fois qu'on aura mis, et je fais partie de ceux qui ont l'intention de mettre des coups de pied dans la fourmilière, et puis à la veille de la Coupe du Monde, donner des coups de pied, c'est pas mal. Mais je pense qu'il faut qu'on change un peu les choses sur la manière dont on appréhende les données. Et je pense que derrière, ça veut dire qu'il faut derrière traiter aussi le sujet de comment on régule, comment on met ça à disposition, encore une fois, pour le bien commun et à la fois pour l'innovation. Alors il y a aussi effectivement le pendant qui est l'économie de la donnée dont on va parler. On y revient dans un instant, mais j'aimerais qu'on évoque peut-être avec Christophe et Jean les deux aspects autour des data lakes dont vous avez parlé tout à l'heure, Christophe. Quelle est finalement l'organisation pour tirer parti de ces lacs de données, avec des données qui sont effectivement vouées à croître de façon exponentielle? Et puis le pendant de cette question, peut-être pour Jean, c'est finalement quelle cybersécurité peut-on amener dans cet espace si effectivement tout cela se passe dans un cloud où la dimension de sécurité devrait être exactement la même, Christophe? M'autorisez-vous à réagir aux propos sur l'acceptabilité? Juste un point, en vous écoutant, je me disais, donc, Linky provoque certaines résistances auprès de certaines populations ou dans certains secteurs. Moi, la commune dans laquelle j'habite a décidé de blacklister Linky. Alors, je ne sais pas par quel biais, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc on parle bien de l'acceptabilité, et je me disais, la quantité de données collectées par Linky est sans commune mesure inférieure à ce que Google ou Facebook ou autres acteurs peuvent connaître déjà d'un foyer français. Et sur Google, Facebook et autres, la question de l'acceptabilité ne se pose absolument pas. Ça commence un tout petit peu, mais enfin, c'est quand même encore extrêmement ténu. Et je ne connais pas de mouvement de boycott pour interdire Google ou autres en France, alors qu'il y a des mouvements qui sont assez bien organisés pour interdire Linky. Donc on parle bien d'acceptabilité. Et ça passe peut-être par l'intérêt qu'y voit le client, l'usager, l'utilisateur. À l'évidence, les gens qui sont sur Google ou sur Facebook, j'en fais partie, trouvent plus d'intérêt au travers des services qu'ils reçoivent à concéder de la donnée personnelle et acceptent cela en contrepartie de ce qu'ils en reçoivent. Donc peut-être que c'est un problème aussi un sujet de positionnement marketing, au-delà de l'acceptabilité, mais de positionnement et de perception par l'usager de services que ça peut lui rapporter. Bon, mais ça c'était un point de marketing. Pour revenir sur votre question sur l'organisation, alors, quelle est l'organisation? D'abord, il faut répondre que je ne pense pas qu'il y ait une organisation. Enfin, chaque structure, chaque organisation, en fonction de sa culture, d'où elle vient, son niveau de maturité, etc., va décliner des organisations différentes et en plus une organisation qui est sans doute mobile dans le temps au fur et à mesure de la progression. Donc je ne pense pas qu'il y ait de réponse universelle. En tout cas, construire des data lakes, moi j'ai eu l'occasion d'en faire en m'appuyant sur les bribes de compétences qui peuvent déjà exister autour de la data, c'est-à-dire des équipes qui viennent du monde du décisionnel au sens large du terme, qu'ils fassent des analytics ou qu'ils fassent la construction de systèmes décisionnels. Et en fonction de chaque organisation, de comment sont structurées les entreprises ou les organismes, l'organisation peut varier. Moi, je peux au moins vous parler d'une expérience que j'ai eue dans une entreprise précédente. On avait monté une solution, le premier data lake de l'entreprise, qui était basé sur les compétences disponibles. Donc,
des gens en informatique pour construire les lakes, les alimenter et les mettre à disposition, et puis des gens, en l'occurrence c'était dans les fonctions marketing, qui étaient spécialisés sur de l'analyse assez fine, des statistiques, des gens d'assez haut profil, pour constituer un groupe le plus intégré possible, le plus interagissant possible autour de ces data lakes, à exploiter le maximum de données. Et à l'usage, on s'est rendu compte que ça marchait plutôt bien sur le secteur du marketing, mais en revanche, quand il s'agissait, alors qu'on avait dans le data lake toutes les informations issues de tous les secteurs, commerce, finance, international, etc., on avait tout dans ce lake. Les autres entités de l'organisation n'avaient pas du tout envie d'aller s'appuyer sur les fonctions marketing pour pouvoir quémander de la donnée. Donc il y a des vrais sujets, effectivement, pour... Ces lakes, ces nouvelles technos, ces nouvelles solutions qui sont d'une puissance extraordinaire, hein, ça nous permet de faire des choses en termes de volumétrie, d'analyse, de rapidité, qui n'ont rien à voir avec ce dont on disposait il y a ne serait-ce que 10 ans, ce qui est quand même rien du tout comme échelle de temps. Ces outils-là, ces systèmes-là, nécessite effectivement de travailler l'organisation et de trouver le bon dispositif adapté à l'entreprise. Alors, pour employer des termes tarte à la crème, il y a un acronyme là, qui traîne depuis déjà quelques années, qui est le Chief Data Officer. Donc, bon, voilà. Parmi tous les acronymes à la mode, moi j'ai un vrai questionnement autour du bon positionnement et de l'éventuelle création de fonctions totalement transverses d'exploitation de la donnée, qui soient agnostiques par rapport aux différentes fonctions et qui soient au service de les différentes fonctions au sein de l'entreprise ou de l'organisme. C'est un schéma que je n'ai pas encore réussi à exploiter pour l'instant, enfin à mettre en œuvre, mais j'ambitionne de le faire, et dans lequel je fonde des espoirs. Voilà, très modestement. Jean, quid de la sécurité d'une telle architecture, en sachant notamment, par exemple, que Clémence Scotès, qui était avec nous ce matin, a notamment évoqué le RGPD, qui était effectivement un atout dans le cadre de ces data lakes. De toute façon, le RGPD est un atout pour la cybersécurité. Guillaume Poupard l'a bien répété ce matin. Il a dit qu'il avait fait de la récup en sortant un guide du RGPD. Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est le RGPD qui fait quelque part de la récup des travaux de cybersécurité qui sont menés depuis une vingtaine d'années aussi. Donc, et en France, on est des acteurs majeurs d'ailleurs au niveau européen dans ce domaine-là. Pour revenir à la question qui est de la sécurité du lac de données, puisque nous sommes en France, nous devons parler français, comme le disait un célèbre rugbyman français avec une grande barbe, pour faire allusion au rugby plutôt qu'au football. Chacun ses qualités et ses défauts. Le lac de données, il doit permettre effectivement un certain nombre de choses. Les infrastructures cloud doivent lui permettre par construction déjà de répondre à la problématique de croissance, parce que le provisioning dans le cloud est beaucoup plus facile. Donc le provisioning ou l'élasticité du cloud doit répondre à cette problématique de croissance du lac de données. Après, en termes de cybersécurité, le cloud va répondre aussi nativement et de plus en plus à la problématique de cybersécurité en empilant un certain nombre de mesures de sécurité ou de dispositifs de sécurité qui sont difficiles à intégrer dans une entreprise qui ne serait pas forcément structurée comme des grandes entreprises, pour mettre toutes les couches de sécurité qui vont bien, à savoir sur le réseau, de la tolérance aux pannes, du DDoS, enfin toutes les technologies qu'il faut empiler maintenant pour pouvoir mettre en place une stratégie de défense en profondeur qui est offerte nativement, ou qui doit être offerte à mon sens par les opérateurs de cloud, et ça doit être d'ailleurs une vraie valeur ajoutée du service cloud. Nous chez Egiri, nous les accompagnons d'ailleurs pour démontrer que les risques sont correctement traités pour leurs clients au sein de leur infrastructure cloud. Donc ces problématiques-là doivent être adressées. Et puis après, on va avoir un autre aspect, une autre difficulté que Christophe vient d'adresser. C'est d'abord l'usage en fait de ces données par des services qui n'ont pas vocation à travailler habituellement ensemble, notamment avec l'IT. Et puis le besoin d'en connaître. Toutes les données qui sont dans un lac unique, d'un point de vue cybersécurité, ça paraît manifestement pas concevable. Donc si on doit conserver la métaphore du lac de données, je pense que, et d'ailleurs c'est ce que font certains des utilisateurs de ce type de structure dont nous sommes partis chez Egiri, c'est de structurer des retenues d'eau en fait, conjointes en fait au lac de données, avec des niveaux de sensibilité différents, avec de la ségrégation et du cloisonnement, comme on peut le faire d'ailleurs déjà au niveau du réseau de l'entreprise.
Eric, sur l'économie de la donnée, c'est le thème du groupe d'études que vous co-présidez donc à l'Assemblée nationale. Quelle est l'approche que vous préconisez en matière de format, en matière de partage, en matière de rémunération? J'avais déjà commencé à répondre en fait sur la première question de l'approche autour de la donnée. Sur la rémunération, je n'ai pas d'idée totalement arrêtée. Je vois ici poindre des propositions, celle qui est aujourd'hui portée par Gaspard Koenig, entre autres, mais j'ai toujours un souci avec les concepts philosophiques. Enfin, j'ai pas toujours un souci avec les concepts philosophiques, j'arrive à les comprendre. Mais j'ai un problème, c'est dans leur application après au quotidien. Quand on dit qu'il faut monétiser la donnée, je ne sais pas comment je pourrais valoriser par exemple un j'aime sur Facebook. Comment je pourrais décider qu'un jour je vais le monétiser et que le lendemain je veux le retirer. Enfin, quand on voit la somme, la montagne devant laquelle on est de la production de chaque donnée que l'on produit chaque jour, je ne sais pas quel arbitrage on pourrait rendre, qu'il soit intelligent, intelligible, cohérent. Je crains que, sans avoir une démonstration parfaite que cet élément-là faisait du sens, que ça puisse prospérer. Ça ne veut pas dire derrière que la question ne se pose pas de la mise à disposition des données, des tiers de confiance, des places de marché. Je pense que ce sont des choses qui vont émerger. Je pense que ce sont des choses qui sont nécessaires pour faire en sorte que l'on puisse amplifier encore la circulation des données. La situation d'aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Il faut la faire évoluer. La situation de demain, elle reste à construire. Elle reste à construire dans des démarches qui sont des démarches un peu différentes, en assumant totalement une approche numérique à l'européenne, à la française, qui peut être, nonobstant ce que j'entendais en conclusion de la table précédente dans les rapports de poids et de PNB des différentes plaques, que ce soit indiennes, asiatiques ou américaines. Je crois qu'on n'a pas de vérité absolue aujourd'hui sur le fait que les Américains aspirent à rentrer dans un modèle qui se rapproche du RGPD. Mais quand on fréquente certains couloirs de salons outre-Atlantique, on s'aperçoit qu'il y a une attente de leur part, une sensibilité de leur part, qui est assez proche, en tout cas, qui peut partager un certain nombre des préoccupations des internautes et des utilisateurs européens. Le modèle chinois est plus difficile à comparer compte tenu de son histoire et de la manière dont il fonctionne aujourd'hui. Mais si on regarde ce marché, et si on regarde les acteurs aujourd'hui, je veux croire, et si on regarde, parce qu'on les regarde peu, mais je me suis déplacé au Maroc il y a encore peu de temps, et on a des pays qui sont aussi des portes d'entrée vers le continent africain, et il y aura des choses en matière de numérique, il se passera d'ailleurs des choses. Le Maroc est tout à fait prêt et envisage d'ailleurs d'être GDPR compliance d'origine, parce qu'il sait que s'il veut contractualiser avec les Français, il faudrait qu'il le sache. Puis une anecdote, puisque je suis arrivé sur le terrain du Maroc, mais au Maroc, le secrétaire d'État, enfin le ministre de la numérique au Maroc me disait mais en fait, demain, si on faisait des tests de voitures autonomes, est-ce que vous auriez plus confiance dans une voiture qui aurait passé des crash tests sur une autoroute de Suisse ou celle qui aurait passé les crash tests sur les routes à Marrakech? Je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, et je pense qu'effectivement, là aussi, on a à gagner, à échanger, à enrichir et à faire circuler librement un certain nombre de données. L'économie de la donnée, c'est pour ne pas perdre de vue que ce que nous devons faire pour notre pays, pour l'Europe, c'est d'être au rendez-vous des compétitions économiques. Parce qu'encore une fois, il ne s'agirait pas d'être le champion de l'éthique. Donc il faut qu'on ait l'économie en ligne de mire. Le RGPD, on a beaucoup parlé de ses applications techniques, de ses applications de cybersécurité, et tant mieux qu'on en parle, parce qu'on en a trop peu parlé au moment où il fallait fournir les efforts. Mais sans conteste, aujourd'hui, les entreprises françaises ont certainement relevé d'un cran toutes, en tout cas toutes celles qui ont engagé les démarches pour être compliance dès le 25 mai, de résistance au risque cyber. Et la cybersécurité, c'est aussi de l'économie. Donc l'économie de la donnée, de la connaissance et de l'IA, un format est trop court cet après-midi pour parler de tout ça, parce que l'économie de la connaissance peut rejoindre les travaux parlementaires que nous avons actuellement sur les fake news, par exemple. Celui de l'intelligence artificielle est directement connecté, bien évidemment, à celui de la donnée. Le groupe de travail va se mettre en route, puisqu'il a été créé il y a 2 mois. Il va travailler pendant 4 ans. C'est un véhicule qui est un véhicule sur la durée. C'est un véhicule qui fait qu'on ne se lève pas avec une obsession législative à chaque nouveauté ou à chaque rupture technologique. Sinon, on ferait une loi à chaque fois. Et c'est impossible de le faire, en vrai. Donc, il faut qu'on puisse appréhender et anticiper un certain nombre de ces sujets technologiques avec un regard qui soit un regard économique, et avec notre préoccupation qui est préoccupation éthique. Donc voilà comment il va fonctionner. Pardon. Sur LinkedIn, je peux dire un petit truc là.
Parce que j'en entends parler partout. Je ne veux pas être celui qui veut sauver le soldat Linky. D'abord, je pense qu'il se sauve très bien, mais là aussi, ça caractérise un peu ce qui se passe en France. Enfin, moi, je tombe sur des citoyens qui viennent me voir en permanence, parce que j'ai aussi le cas dans mes communes de Côte-d'Armor, des gens qui me disent on a sollicité le maire ne savait pas trop d'ailleurs quoi faire, puis il a dit je ne veux pas de compteur Linky chez moi. Mais quand vous leur posez la question, alors c'est oui, on capte de mes données. Bon, déjà, il faut qu'ils arrêtent de rouler en voiture, parce que j'imagine que s'ils roulent en voiture, ils ont déjà des données qui sont communiquées. Si en plus ils ont un contrat de location, ils sont obligés de donner le kilométrage qu'ils ont fait. Je ne vois pas comment un fournisseur d'énergie pourrait facturer quelqu'un sans lui prendre ses données. Après, il y a l'histoire des ondes. On a eu quelques trucs sur le CPL. Franchement, allez voir le rapport de l'ANSES qui est sorti le mois dernier sur les électro-hypersensibles et les ondes radio. On y apprend beaucoup de choses et ça permet de rétablir un certain nombre de vérités. Je pense qu'en fait, compteur Linky, il souffre d'une chose, c'est qu'il est dans la propriété. Enfin, je pense que s'il était si le compteur Linky, on l'avait délocalisé, qu'on l'avait mis dans chaque agence, on n'aurait pas le sujet. Mais je pense qu'il y a cette dimension au sein de la propriété qui interpelle, nonobstant les couches supplémentaires qui viennent se poser sur les CPL, l'hyper-électrosensibilité, données, etc. Mais c'est les gens qui revendiquent qu'effectivement il ne faut plus donner de données, tous les jours, ils reçoivent un relevé de leur compte en banque et manifestement, c'est pas eux qui l'ont écrit à la main qui ont été ressaisis. Voilà, c'était juste ça. Effectivement, alors merci beaucoup Eric et Christophe, puisqu'on va revenir sur Linky, notamment au travers de cette question de l'acceptabilité que vous avez évoquée. C'est un enjeu majeur et puis on comprend bien, il suffit de lire la presse pour effectivement se rendre compte qu'il y a beaucoup de mouvements contestataires et en parallèle, c'est ce que disait, me semble-t-il, Christophe, c'est qu'avec Facebook, avec Google, on donne nos données sans forcément se poser beaucoup de questions. On a des applications tous sur nos smartphones et finalement, on n'émet pas de mouvements contestataires et donc peut-être, Bernard Lassus, vous êtes quand même le principal concerné de Linky autour de cette table. Donc on va quand même vous donner la parole pour vous exprimer sur ce sujet. Finalement, qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, ou ce sur quoi vous travaillez actuellement pour justement aller vers plus d'acceptabilité et faire en sorte de peut-être tirer profit de tout le potentiel que peut représenter Linky? Bon, la réponse est pas simple. Il suffit de vous écouter pour vous dire que déjà, on peut aborder ce sujet-là de plein de parties sur la propriété privée. Je pense que c'est un des points. Sur le problème du bénéfice client aussi. Moi, la réaction que j'aurais comme ça un peu à chaud, c'est d'abord, la France est plurielle. Et ce que nous, on a l'habitude de faire avec nos smartphones, vous allez à Simiane-la-Rotonde ou vous allez dans certains villages et autres, vous avez une France qui n'est pas dans ce monde. Et donc là, c'est clair que quand vous pointez avec un appareil où vous employez même les mots les plus doux possibles, vous pouvez avoir des réactions et tout. Donc il y a des populations. D'ailleurs, on a fait une analyse sociologique et c'est assez intéressant. On pouvait presque, quand on l'a comparé avec l'analyse sociologique du Brexit, trouver presque des similitudes. Enfin, si je peux me permettre. Chacun commentera s'il le souhaite. Donc c'est-à-dire que la France, elle est plurielle. Il y a une deuxième chose qui me paraît aussi importante, c'est, vous parliez de bénéfice client. Il est clair que le bénéfice client principal par Linky, il est aussi lié à l'intérêt général. La notion d'intérêt général aujourd'hui, alors en plus au travers de la donnée, est un sujet en termes de communication qui n'est pas simple à manier. Vraiment pas simple à manier. D'aller dire vous allez gagner au titre de l'intérêt général des temps de dépannage, de la qualité de fourniture et autres. La personne, en ce moment, c'est la société comme ça, est dans l'immédiateté et deux, très centrée sur elle-même. Donc en termes de communication, ce point-là n'est pas... alors si j'y rajoute en plus la propriété privée et tout, c'est encore plus compliqué. Et si j'y rajoute les dimensions d'opportunisme politique, voire aussi les médias et autres, on est devant un sujet de communication qui, je suis sûr, dans 5 à 10 ans, fera, je dirais, le pain béni de nos écoles, je dirais, de communication. Et j'avoue être très modeste vis-à-vis de tout ça, et je crois qu'il faut l'être. Bon. Par contre, on va essayer de répondre à l'ensemble de ces thématiques, sachant que c'est un projet qui
qui effectivement se déroule sur 6 ans, et donc quelque part la proximité du bénéfice aussi se heurte à une constante de temps. C'est-à-dire que vous avez un objet qui ne va pas répondre de suite à l'aspiration, donc là aussi il y a une complexité. Enfin, je ne veux pas vous parler de Linky, je ne suis pas là pour ça. Un des points sur la donnée, effectivement, je pense qu'il faut mettre de la confiance. Donc nous, on a, au-delà de la communication, on a travaillé avec la CNIL pour essayer déjà de faire le tri dans les données. Nous, on produit effectivement pas beaucoup de données, on en produit à peu près 3 milliards par jour. Donc certainement beaucoup d'autres acteurs en font beaucoup plus. Mais dans ces données, il faut faire un tri. Qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et donc c'est la première chose qu'on a fait, donc pour dire, ben voilà. Et après, à chaque donnée qui a un caractère sensible, on a mis un propriétaire, en fin de compte, qui est un peu le garant à l'intérieur de l'entreprise, je dirais, de l'utilisation de cette donnée. Alors, comme tout le monde, je suis désolé, on a mis une gouvernance. Je ne me rappelle plus le terme qui a été employé, mais enfin, ça a quand même le mérite de hiérarchiser les autorités à l'intérieur de l'entreprise par rapport à ça. Donc ça, c'est... Donc voilà. Ensuite, après, nous, donc, on est un service public. Notre enjeu n'est pas de vendre de la donnée. Hein. Nous ne vendons pas de la donnée. Par contre, nous la mettons à disposition. C'est-à-dire, donc, il faut soit l'anonymiser, hein, soit la rendre, je dirais, compatible avec, je dirais, la propriété de la donnée du client. Donc, il faut la traiter de telle manière qu'on ne se mette pas en écart par rapport à la réglementation. Et puis après, donc ça c'est pour notamment les collectivités territoriales, les start-up et autres qui peuvent donc avoir accès direct à une sorte d'open data calé. Après, il y a aussi à traiter tout le problème de la donnée pour le client en tant que tel et de savoir comment, soit il veut la mettre à disposition de tiers. Là, il faut rentrer dans des choses que vous connaissez bien, qui sont les consentements et autres, avec l'ensemble des audits, tout le suivi qui est lié à ça. Et puis après, voir comment on peut le mettre à disposition du client, notamment au travers d'apps et autres. Et là, en organisant, je dirais, toute la sécurité qui est autour, le tout couvert par à peu près plusieurs niveaux de cybersécurité, où là, on travaille avec l'ANSSI pour être audité et tout. Là aussi, je dirais qu'il n'est pas simple de communiquer sur l'ensemble du fait du niveau de confiance, en fin de compte. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que les grandes entreprises, comme nous sommes filiales à 100% d'EDF, on n'a pas, je dirais, un bénéfice de confiance de suite. C'est-à-dire qu'il faut arriver à la créer, il faut arriver à la prouver. Et sur le domaine de la donnée, ce n'est pas limpide. Hein. C'est pour ça que j'avoue être très modeste. Et s'il y a des gens qui sont vraiment très très forts là-dessus, je suis le premier à utiliser les bonnes pratiques et tout, parce que ce n'est pas simple. Une question collective, messieurs, sur l'open data. Jusqu'où faut-il ou jusqu'où peut-on aller? Christophe Leray, je vois que vous êtes motivé. J'ai encore fait une réponse un peu normand, mais je pense qu'il faut, déjà, il ne faut pas être naïf sur l'open data, sur ce qu'on est susceptible de mettre à disposition de façon ouverte à des populations, des audiences larges sur Internet. C'est-à-dire qu'à tout moment, dans ce qu'on est susceptible de publier, il faut vraiment être en mesure de se poser la question de quels usages vont en décliner, qui va l'utiliser pour en faire quoi. Et vérifier régulièrement dans la durée les usages qui en sont faits, de façon éventuellement à faire marche arrière si certains usages émergent non souhaitables. Pour être précis, plus clair, moi je connais 2 ou 3 cas dans lesquels, notamment dans mon ancienne entreprise, on a diffusé de l'information considérant qu'elle était, qu'elle avait, non pas qu'elle n'ait pas de valeur, mais qu'elle avait une valeur non monétisable et d'intérêt pour nos clients, pour découvrir peu de temps après que certains organismes présents sur le territoire ou pas présents sur le territoire exploitaient l'information pour mieux la revendre. Donc d'une donnée publique, publiée de façon gratuite et de façon assez naïve, on s'est rendu compte qu'elle était transformée par des acteurs qui la revendaient.
Donc ça, c'est un premier point. Pour vous donner un autre exemple également, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Si l'information a de la valeur, il y aura toujours un petit malin quelque part qui fera en sorte de l'exploiter. Donc théorie des jeux, système de missiles, anti-missiles, quel que soit le niveau de protection qu'on mettra dans la façon d'afficher l'information, dès lors qu'elle peut être accessible publiquement, elle sera aspirée. Un exemple très concret, dans le domaine de la grande distribution, il y a des robots qui sont constamment en train de scruter tous les prix de tous les grands distributeurs sur Internet en permanence et qui agrègent l'information et qui ont une vision complète des prix pratiqués par chacun dans chaque magasin sur l'ensemble du territoire français et bien sûr sur le online. Et ça, alors on a beau s'équiper, on a beau monter des systèmes de plus en plus sophistiqués pour éviter ces robots, les robots ils passent à l'étape d'après et ils aspirent. Donc le sujet de l'open data, c'est un sujet extrêmement sensible. Pardon. Juste en quoi c'est gênant? Juste en quoi c'est gênant? Information de la concurrence sur les tarifs pratiqués. Oui, mais c'est une donnée publique. Si je vais dans un magasin, je connais le prix. Oui, sauf qu'aller récupérer. Il y a des gens dont c'est le métier d'ailleurs, qui vendent leurs prestations en la matière pour aller faire des relevés de prix. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous citer un cas de gens qui ont acheté des trucs qui étaient gratuits avant. Ça, c'est leur problème, si vous achetez des trucs qui sont gratuits. Mais j'essaie de comprendre en quoi ce serait gênant que tout le monde puisse avoir connaissance. On voit bien des applications sur les stations-service, par exemple. Ça peut être utile de savoir. Alors oui, bien sûr, ça peut être utile. C'est aussi un levier de garde des prix encore plus agressif et plus efficace à tout moment. Sans citer de nom, sur Internet, il y a un grand spécialiste de ça, qui est une très grande place de marché, qui connaît tous les prix de tout le monde et qui fait en sorte de faire son pricing adapté à tout moment pour en faire en sorte d'être au meilleur prix. Donc voilà, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Simplement, mon propos consiste à dire il ne faut pas être naïf et bien savoir les usages potentiels, directs ou indirects, qui peuvent être dérivés de cela. Donc ça n'est pas que de l'information publique ou que des informations utiles, et Dieu sait si elles sont nombreuses à être utiles. Ça peut être aussi exploité à différentes fins, y compris des fins commerciales. Là où on a pu ne pas partir dans une démarche commerciale initialement. Je pense qu'il faut être très pragmatique et très modeste et au-delà des idées initiales qu'on peut avoir, comme toujours en matière d'innovation, il faut être constamment en train de se reposer des questions, rescruter le marché et prendre une position par rapport à ce qu'on est en train de publier. Bernard Lassus, vous vouliez réagir? Deux mots. Moi, je dis, l'open data, quelque part, c'est un couple entre de la sécurité et du risque. Parce que je pense que, par exemple, dans notre secteur, je ne suis pas là aujourd'hui sûr de savoir exactement quelle va être l'utilisation. Et j'espère que je serai surpris par l'utilisation qui sera faite. Et il me semble qu'il faut plutôt avoir une approche assez ouverte, en fin de compte, pour laisser l'initiative, laisser la créativité s'exprimer. Moi, je peux vous dire, j'ai rencontré une start-up, jamais j'aurais pensé qu'elle allait utiliser des données pour amener un service d'une simplicité, je vous assure, qui est biblique. Simplicité. Et je pense que là, c'est toujours cette approche. Moi, j'aimais bien ce que vous disiez. Je pense qu'il faut aussi avoir une approche économique. Si on est toujours sur le reculoir, je pense qu'on ne va pas bénéficier, je dirais, de la donnée qui, d'une certaine manière, avec des personnes qui sont créatives, vont les croiser, vont amener quelque chose de neuf. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'il ne faut pas être naïf et puis exercer un certain contrôle. Mais je dirais, là, il y a, à mon avis, une prise de risque à prendre, parce que je pense que c'est là, un peu, c'est comme quand on marche, on fait un premier pas et on espère que la Terre sera suffisamment ferme pour se porter, quoi. Jean, peut-être sur risque et sécurité. Effectivement, comme c'est un petit peu le domaine de prédilection de notre société, effectivement, le risque, d'abord souvent on diabolise le risque. Le risque, on peut le prendre, effectivement, comme vous le dites, très bien, que ce soit dans l'open data ou dans la cybersécurité, à un moment ou l'autre, il faut être capable de présenter la situation à un décisionnaire pour qu'il prenne la décision d'y aller ou
ou de ne pas y aller. Alors effectivement, dans l'open data, certaines pratiques, on ne les maîtrise pas à l'avance. Et je partage aussi votre point de vue. C'est-à-dire que j'ai été confronté aussi à ces problématiques-là, où des données qui sont diffusées sur Internet peuvent être monétisées alors qu'on ne s'y attend pas. Et ça peut être compliqué. Mais enfin, je pense qu'à un moment ou l'autre, l'objectif, c'est modéliser la situation pour savoir si, et c'est ce qu'on fait en cybersécurité et en privacy, je suis exposé à ce risque-là, est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas, tout en connaissance de cause. Et ça nécessite de gagner en maîtrise du système, et bon, c'est pour ça qu'il faut aussi travailler, industrialiser cette démarche-là. Ouais, je me suis peut-être exprimé de façon un peu trop conservative. Quand je dis ne pas être naïf, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Moi, je n'ai pas du tout ce propos-là. Oui, il faut y aller. Oui, il faut... effectivement, il y a des usages qui peuvent naître qu'on n'a jamais imaginés. C'est génial. Et c'est bien pour ça que je parlais d'innovation. Parce que, en matière d'innovation, parfois, on crée un produit et on se rend compte que les usages, les motivations des clients à les acheter sont tout autres que celles qu'on avait imaginées initialement dans la conception du produit. Donc ça, c'est vraiment de la création. Donc, oui, mettre à disposition l'information. Après, ne pas le faire de façon naïve et le piloter dans la durée. Voilà, tout bêtement. Et dans certains cas, monétiser peut être extrêmement intéressant. Enfin, que des tiers trouvent des opportunités de monétisation que vous n'avez pas eues, ça peut être génial, hein, ça peut être absolument génial. Eric ? Vu du secteur public, on attend beaucoup de lui qu'il libère ses données. On le voit d'ailleurs à chaque fois que des jeux de données sont mis sur le marché, en fonction de leur qualité d'ailleurs. On voit émerger, je vous rejoins, sur les applications. J'ai participé à quelques hackathons. C'est incroyable la création qu'il peut y avoir et ce que peut fournir la sérendipité quand elle est au rendez-vous. Et donc elle n'est pas prédictible par nature, la sérendipité. Mais du côté du secteur public, il y a eu toujours... moi, j'étais dans un département, les Côtes-d'Armor, qui a été le premier département en France qui avait fait un portail pour le compte d'un certain nombre de collectivités pour rendre public ces données, les mettre à disposition. Et ça a été plutôt un succès parce qu'en vrai, quand vous libérez des données sur la mobilité, sur le transport, etc., vous voyez naître des applications que vous n'auriez même pas pu imaginer avant parce que ça correspond à un besoin que vous n'aviez pas authentifié. Alors sur le champ du politique, parfois... Open data, on est d'accord, mais il y a toujours un truc, mais parce que la réaction d'un certain nombre d'élus, c'était de dire oui, mais si on libère de la donnée, qui va contrôler la... Ben non, garçon, si on libère la donnée, par définition, personne ne la contrôle. Et la donnée en tant que telle, vous ne faites plus le storytelling de ce que vous aviez envie de raconter et en alimentant votre discours par les données que vous managez vous-même, mais elles sont à disposition et donc interprétables par d'autres. Je pense que le service public, d'ailleurs, ça ne date pas de cette législature, il y a eu des efforts qui ont été portés par nos prédécesseurs. Axel Lemaire y était très attaché, Fleur Pellerin par ailleurs, parce qu'on a fait des progrès. On avait été classé au niveau européen parmi les premiers pays. Nous avions fait beaucoup de progrès jusqu'en 2015. Il faut qu'on continue ces progrès. Il y a une attente de la part des concitoyens, des entreprises, là aussi, pour se saisir des données publiques, de sorte de rendre de nouveaux services que l'on ne prétend pas connaître aujourd'hui. Moi, si je devais connaître quel va être le futur Blablacar ou la future entreprise ou le futur Intermarché, je ferais autre chose cet après-midi. J'aurais placé en bourse et j'attendrai que ça tombe. Sauf que c'est aujourd'hui de plus en plus difficilement prédictible, même si peut-être il faut prendre des actions chez Intermarché, j'en sais rien. Mais ou chez Enedis, enfin, pas de sujet non plus, ou chez Exatrust. Comme ça, je fâche personne. Ma déclaration sur la haute autorité de la transparence de la vie publique est accessible. Hein. Mais je pense que côté secteur public, nous aurions beaucoup à gagner à libérer des données. Et parmi les amendements que j'ai portés dans les textes de loi qui sont en cours d'examen, il y en a un qui a été adopté dans le cadre du projet de loi sur le logement, l'aménagement et le numérique, c'est celui de la libération des données justement de la base magique des services fiscaux français qui vont servir les entreprises qui font de l'aménagement urbanistique, des informations cadastrales, etc. Quel motif on pouvait donner aujourd'hui à la préservation de cette donnée dans un champ qui est un champ réservé, alors que l'effet de le rendre public va permettre à certaines entreprises de pouvoir aménager plus vite, de pouvoir aménager mieux et de pouvoir aménager en conformité avec le terrain qu'ils auront aménagé demain. J'en avais porté un autre sur celui de l'alimentation, puisque j'avais réussi, il y a un de mes deux amendements qui étaient passés. Le premier, c'était celui de rendre obligatoire sur les sites internet qui vendront de l'agroalimentaire et des biens d'alimentation tous les caractéristiques techniques et qui ne soient pas renvoyés à un onglet, troisième onglet, troisième fenêtre qu'il faut ouvrir. Et j'avais dans l'idée que c'eût été bien que ces données soient aussi en format open. Je ne dis pas où en est le texte, mais les choses évolueront probablement.
plutôt que de voir un certain nombre d'entreprises ramer à faire à base de flashcode et autres sujets, à parcourir les rayons. Je pense qu'il y a, et là pour le coup on glisse du champ concurrentiel qui était celui du prix, qui n'est jamais le champ concurrentiel, y compris sur l'alimentation, on a cessé de le dire depuis des mois, mais vers la qualité, mais sans faire de surtranscription, hein, je vous le dis tout de suite. Donc il ne s'agissait pas d'alourdir la législation, il s'agissait juste de rendre disponibles des informations déjà existantes, sauf qu'elles puissent être exploitées par d'autres. Donc il faut aller le plus loin. En fait, votre question c'était jusqu'où il faut aller de l'open data. Eh bien, il faut aller jusqu'où on ne peut plus aller. Voilà. Merci beaucoup. Eric, peut-être un dernier mot et ensuite on échange avec la salle sur le cloud souverain. Est-ce que c'est derrière nous, Eric? Ah bah non, c'est pas derrière nous, je crois pas. Enfin, il y a encore des gens pour penser que la ligne Maginot, c'est ce qu'il y a de mieux pour répondre aux problèmes de sécurité. Je pense qu'on progresse. Je pense qu'il faut que nos entreprises, il faut que nos collectivités, il faut que nos administrations aillent vers le cloud. Moi, je ne vous ai pas rappelé mon background, mais j'ai travaillé un peu avant d'être député. Et ça fait très longtemps que les gens savent, une fois qu'ils ont été victimes du premier incendie, que la meilleure façon de se protéger de la perte de ces données et de ces applications, c'était les avoir mis ailleurs. On a une logique aujourd'hui avec le cloud qui permet de le faire. Je serais fabricant de terminal téléphonique, je me demande si je finirais pas par réduire la mémoire à rien du tout. Le jour où vous avez perdu toutes vos photos parce que vous les stockiez localement, vous apprenez qu'effectivement, vous pouvez les mettre sur un service cloud. On a des possibilités aujourd'hui, via des services managés, de déclencher des ressources, de la sauvegarde, de la CPU à l'heure, quasiment au forfait à l'heure. Enfin, on est capable d'avoir des gains de compétitivité qu'on ne peut pas trouver sur des architectures traditionnelles. Donc on a, sur la cybersécurité, incontestablement des gains significatifs. On a, d'un point de vue économique, plutôt que d'immobiliser de la ressource, de la puissance CPU, du stockage, en surdimensionnant, en tenant pas compte de la saisonnalité de ses activités, on est en capacité de coller au plus près de son activité et donc de dimensionner correctement son SI. Je pense qu'il faut qu'on aille de plus en plus. Et là, pour le coup, côté administration ou côté secteur public ou assimilé, je pense notamment au secteur de la santé, il faudra qu'on ait, quand on a des groupements hospitaliers de territoire, c'est le cas sur mon territoire, où on voit aujourd'hui des hôpitaux, des petits hôpitaux de proximité qui ne rempliront plus demain des missions de polyvalence, où vous trouverez une maternité, une chire, de la neuroscience, enfin de la neurochirurgie, et X choses encore avec toutes les spécialités qu'on avait l'habitude de trouver dans les hôpitaux. Donc on va voir des hôpitaux fonctionner les uns avec les autres. Si on ne passe pas sur des systèmes interopérables utilisant des structures par exemple de cloud, on n'y arrivera pas. Et on finira par faire ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que vous aurez un bout d'information à un endroit, l'autre bout sur le téléphone du chirurgien, l'autre bout sur le téléphone de l'assistante, et tout ça se baladera allègrement et on se dira ça ne marche pas. Donc il faut aller vers le cloud. Merci beaucoup. Eric, je vous propose qu'on réponde à quelques questions dans la salle. Monsieur, vous avez un micro. Bonjour, François Charles, je suis président de l'IRC de Novial. Alors, merci, monsieur le député, parce qu'on est dans l'équilibre européen entre je me protège trop et je commercialise les données, même si Emmanuel Macron a dit qu'il avait eu besoin, le mois dernier, de la dimension européenne pour faire passer la RGPD. J'avais une question pour Christophe Leray. Vous parliez de créer pourquoi pas une fonction transverse dans l'entreprise sur le constat de cloisonnement de beaucoup d'autres fonctions, notamment le marketing, etc. Ce serait peut-être l'opportunité aussi de valoriser, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches d'applications transverses comme l'intelligence économique, etc., même la qualité, qui sont liées aux données. Ce serait peut-être une opportunité de regrouper un peu ces compétences pour mieux les valoriser. Que vous en pensez? Et puis pour Monsieur Lassus, j'aurais voulu savoir est-ce qu'il y a une différence de comportement, de ressenti sur le Linky entre les particuliers et les entreprises, et est-ce qu'il faudrait aussi miser sur les entreprises en termes de communication pour responsabiliser, sécuriser, mais pourquoi pas aussi approcher certains risques, et peut-être aussi est-ce que les particuliers font peut-être avancer cette communication envers les entreprises? Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, peut-être Christophe sur la première question. Oui, je ne peux qu'être d'accord avec cette idée-là. Hein. Mettre en commun des compétences de façon transverse, partager les connaissances, ce sont des choses qu'on applique dans bon nombre de projets maintenant, largement inspirés par nos collègues américains, on va dire, hein, puisque les boîtes américaines sont beaucoup plus, au moins les récentes,
beaucoup plus transverses, beaucoup plus ouvertes dans leur façon de coopérer en interne dans l'entreprise, il y a des méthodes pour ça, que ne le sont les boîtes françaises au moins traditionnelles. Donc mettre en place des organisations qui soient transverses, qui soient multimétiers, qui permettent de décloisonner les expertises et d'arriver à mettre en commun des compétences au service de l'entreprise. Oui, c'est un vrai challenge, mais je pense que c'est un challenge. Alors c'est un challenge en matière de data et je pense que c'est un vrai levier de développement de l'activité data au sein de l'entreprise et de sa bonne exploitation. Mais c'est un challenge global dans bon nombre d'entreprises bien établies. Pour toutes celles dans lesquelles j'ai pu travailler ces 20 dernières années me l'ont démontré. Voilà, on a une organisation du travail très traditionnelle, très segmentée, très cloisonnée et une difficulté collective à faire tomber les barrières qui sont dans les têtes, qui sont très virtuelles mais qui existent et qui sont un vrai frein à la performance de l'entreprise. Donc la data, au travers des outils qui sont maintenant disponibles, peut permettre d'aller au-delà de ça et de créer des dynamiques différentes. Peut permettre, mais bien sûr, encore faut-il qu'on ait la volonté collective et managériale. Donc effectivement, casser les silos, c'est un enjeu que vous avez rappelé plusieurs fois. Bernard Lassus, peut-être une réponse sur la deuxième question. Très, très rapide. Alors il faut savoir déjà, toutes les entreprises sont déjà équipées de compteurs communicants parce que il y en a à peu près 500 000 qui ont été développés. Il faut savoir aussi le coût de l'énergie dans le prix est toujours un facteur de motivation assez forte pour analyser, je dirais, assez finement sa consommation pour pouvoir, je dirais, optimiser ses coûts. Donc là, on n'a pas eu vraiment de problème d'acceptabilité. Et c'est là, si j'en reviens mais en 2 secondes, sur le problème de l'acceptabilité donc vue des citoyens, c'est vrai que d'une certaine manière, les gens se sont tellement, enfin les gens, c'est nous, nous sommes tellement habitués à appuyer sur un bouton et voir l'électricité arriver que la dimension, je dirais, du coût de l'énergie et de ce que l'on peut faire par rapport à ce coût, justement, a aussi beaucoup de mal à passer. Donc il y a aussi beaucoup de pédagogie qui, à mon avis, passerait peut-être par l'école, passerait par plein de choses. Et c'est pour ça que nous, on développe énormément de choses dans le cadre du service civique, avec des associations comme Unicité et tout, pour essayer d'amener, par exemple, dans les foyers en précarité énergétique, à utiliser les données, non pas pour faire du prosélytisme linky, c'est pas ça, mais c'est plutôt pour utiliser ces données pour aller vers une consommation la mieux maîtrisée et tout. Je crois qu'il y a quand même une grande différence entre les 2 segments. C'est pas un axe qu'on a utilisé pour l'instant, mais j'ai entendu, donc on va regarder ce qu'on est capable de faire. Pour l'instant, donc effectivement, les portes restent ouvertes pour étudier, pourquoi pas cette option. Il y a une autre question. Oui, monsieur, est-ce que vous avez un micro? On passera devant après. Oui, bonjour. Je suis un professionnel de la cybersécurité, mais ma question concerne plus le rapport entre l'acceptabilité et la valeur d'usage du service qu'on vous fournit. Donc, on vous fournit un service qui vous intéresse et on est quand même à l'heure de l'impérialisme numérique. Donc, celui qui vous fournit ce service tend à fournir un service de qualité pour vous convaincre de fournir vos données en réponse pour qu'il puisse vous fournir ce service, certes, mais qu'il puisse aussi utiliser ces données pour rendre d'autres services et les monnayer. L'acceptabilité, à l'heure actuelle, elle est de l'ordre de l'individu. Mais je me pose la question de savoir si elle ne pourrait pas être de l'ordre, comme pour Linky ou Google, de la communauté ou de l'État. Donc le RGPD, c'est plutôt je décide de mes données personnelles et je décide de les donner. Mais est-ce que je pourrais empêcher quelqu'un de donner parce que je suis l'État, parce que pour le bien de la communauté, le fait de donner ces données serait exposer la personne? Donc voilà, l'acceptabilité, est-ce qu'elle est du niveau de l'individu, de la collectivité, de l'État ou quelqu'un d'autre, à votre avis? Eric? Je pense que tout ce qui participe du fait qu'on responsabilise l'individu va dans le bon sens. Je suis autant attaché aux libertés individuelles qu'à la sécurité collective. J'étais ce matin à une autre table ronde où il y avait un intervenant de DGSI qui nous donnait l'exemple d'un add-on, une petite appli que vous pouvez rajouter sur votre téléphone et qui est un truc de lampe torche en fait. Alors vous avez la lampe torche qui fait juste lampe torche, et donc elle va demander accès à votre caméra. Jusque-là, il n'y a pas de mal.
Puis vous avez une autre appli qui vous demande l'accès à votre historique Internet, qui vous demande votre accès, enfin toutes les informations sur votre Wi-Fi, qui vous demande... Bon. Est-ce que c'est au rôle de l'État d'interdire ce genre d'application? De toute façon, on y passerait notre temps. Enfin, et malgré les organismes, que ce soit... on peut mettre l'ARCEP, le CSA, l'ANSSI, la CNIL, la DGCCRF derrière sur le coup. On n'arrivera jamais à juguler toutes les applications qui peuvent arriver. Et franchement, je pense que ça ira à contre-courant d'un challenge qu'on a à relever. Hein. Je pense que Mounir Majoubi le rappelle assez régulièrement. C'est celui de faire monter en compétence le niveau de responsabilité sur sa propre hygiène numérique, et que chacun soit au niveau de son acceptabilité avec un seuil qui lui est propre. Alors, si vous considérez que, on revient toujours à cette phrase, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le client, on n'a pas mis la pistolet sur la tête, sur la tête de quelqu'un pour qu'il utilise Google, donc on sait bien comment ça marche. Pour moi, c'est pas. Enfin voilà, c'est juste qu'il y a des services qui ont été offerts à un certain nombre de personnes et qui trouvent ça sympa. Enfin, ceux qui utilisent Facebook ne se plaignent pas d'utiliser Facebook, même si on entend la petite musique depuis quelques temps, etc. Moi, je fais la promotion de personne. Puis en plus, pour ceux qui suivent le travail parlementaire, ils savent très bien que j'ai plutôt pris des positions qui étaient de nature à remettre de la concurrence là où il n'y en avait plus. Mais moi, je suis pas partisan d'un État d'un gouvernement qui définirait de lui-même quels sont les seuils au-delà duquel on ne doit pas aller dans l'acceptation qu'on a de transférer ces données. Il faut mettre des efforts, et c'est les efforts qui seront faits au niveau de l'éducation nationale. Je pense qu'au lieu des cours de techno, il faudra des cours de l'utilisation du numérique. Je pense que voilà, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et après, derrière, avoir cette prise de conscience. Que demain, il y a une partie de la population qui utilise des assistants vocaux qui traitent les données ou qui stockent les données dans le cloud, ou qui préfèrent plutôt prendre des assistants vocaux dont certains disent aujourd'hui qu'ils sont capables de faire la même chose en traitant les données en local. Je pense que si chacun est capable de faire le choix sans passer par un tiers, qu'il soit l'État ou un autre, qui lui dirait « c'est ça qu'il faut que tu prennes », vous verrez qu'à la fin, le marché va se dessiner en fonction des aspirations des consommateurs. Et je termine par là. Moi, je crois beaucoup au triptyque. La responsabilisation des consommateurs, la responsabilisation des producteurs ou des constructeurs, et puis la part de l'État. Je ne crois pas à la solution ultime qui est la loi qui va régler tous les problèmes. Pas plus que je ne crois que tout reposerait uniquement sur la responsabilisation des consommateurs. Vous pouvez faire de parallèles avec d'autres types d'économies. Je pense au monde agricole. Si on devait imaginer que le revenu des agriculteurs allait relever simplement parce que les gens allaient consommer différent, ça ne marcherait pas. Si on pensait de la même manière qu'il suffirait de changer la loi pour que l'équilibre des relations commerciales entre distributeurs, transformateurs et agriculteurs fonctionne, ça ne marcherait pas non plus. Et si on n'attendait pas des distributeurs ou des transformateurs qui ont déjà engagé un certain nombre de choses, qui vont vers des relations plus apaisées, plus pérennes et plus construites, si on ne les encourage pas à aller encore plus loin en leur donnant les moyens d'y aller, alors ça ne marchera pas. Et moi, je crois que dans le monde du numérique, comme dans le monde, on va dire, qui n'est pas numérique, la conjonction des trois efforts, c'est la seule solution pour s'en sortir. Merci Éric. Une dernière question pour monsieur. Alors, j'avais deux questions au député, monsieur Botorel. Donc, merci de vos efforts récents. Je crois que la loi des données privées a été votée, la transposition de la RGPD, la loi sur les données personnelles. Vous avez passé avec succès, avec Cédric Vallini et d'autres députés, l'amendement. Aujourd'hui, sur mon smartphone, j'ai toujours pas la liberté de choix de moteur de recherche. Donc, je regarde Safari, liste des moteurs de recherche par défaut. Je peux toujours pas configurer Quant ou un autre. Donc, quand est-ce que cette loi va être coercitive vis-à-vis de Google et d'Apple au niveau d'Android? Première question. Deuxième question, j'ai la désagréable impression que moi, mes enfants, ne pouvons pas être sous la loi européenne pour Twitter et Facebook et Instagram. Donc, je ne peux plus accéder à mon compte Twitter et Facebook, sauf si j'accepte le Privacy Shield. Ce serait dommage que les 577 députés de l'Assemblée nationale sont tous sous Privacy Shield pour leur compte Twitter personnel. Donc, qu'est-ce que comptent faire l'État et la CNIL? Parce que là, aujourd'hui, si je prends la RGPD à la lettre, comme je n'accepte pas les nouvelles conditions et que mon service est désactivé, j'envoie le recommander à qui pour Google, Twitter et Facebook? Comment je peux demander la portabilité de mes données, puis l'effacement de mes données? Donc là, le 25 mai minuit, on a l'impression que ça et Cloud Act, la loi, finalement, elle a été déchirée par les grands acteurs. Donc qu'est-ce que compte faire l'État et l'Assemblée nationale sur ce sujet?
Ça arrive souvent dans le monde de l'IT que les grands soirs ne sont pas au rendez-vous. Moi, j'ai été responsable du projet de passage à l'an 2000 à une époque, et puis ensuite de passage à l'euro chez un petit groupe américain qui s'appelait General Electric, et en fait, il ne s'est jamais rien passé. Mais c'est parce qu'on avait aussi bien anticipé. J'ai jamais cru que le soir du 25 mai, l'ensemble des dispositions, d'abord parce que l'aspect législatif, il reste à construire derrière par les décrets d'application. Hein. Donc, j'allais dire, il faut être aussi un peu patient. Et puis après, vous avez des arguments juridiques pour, au-delà de... Vous parlez d'un truc, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais voilà, enfin, l'amendement dont vous parlez, c'est l'amendement qui dit qu'on ne peut plus imposer par l'intermédiaire de contrats commerciaux que sur un terminal que X personnes achètent, elle se voit imposer le choix d'une application pour naviguer sur Internet ou pour rechercher sur Internet. On l'a nommé l'amendement Quant, pour ceux qui veulent faire des recherches sous Quant ou sous Google, voilà, comme ça je ne fais pas de promo. Voilà, c'est ça dont vous parlez. Et effectivement, il n'y avait plus de concurrence. Et effectivement, vous avez sur iOS un moteur de recherche en particulier. Sur Android, d'ailleurs, vous avez aussi un moteur de recherche qui scrolle l'intérieur du téléphone et qui est toujours le même. Donc cette application, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Maintenant, il va falloir attendre les décrets d'application sur le sujet. Plus sûrement, l'outil, il a été fait pour qui? Il a été fait pour tous ceux qui ont des offres alternatives et qui n'avaient pas d'argument juridique pour faire valoir qu'il n'était pas normal qu'il ne soit pas présent sur les terminaux en question. Voilà. C'est plus ça que l'idée que les consommateurs aillent se dire moi je veux mon DuckDuckGo, je veux mon Mozilla, je veux mon... Voilà. Justement, cette disposition telle qu'elle a été rédigée, elle va permettre à celles et ceux qui veulent faire émerger, je pense à Lilo, je pense à Quant, pour parler des moteurs français, leur présence sur les terminaux. Donc ça va venir. Je suis convaincu que ça va venir. Bah, d'ici la fin de l'année, moi je suis sûr que d'ici la fin de l'année, c'est réglé. Voilà. Laissez voir, il y a toujours, vous savez, il y a toujours des délais sur les recours autour de la Cour de justice européenne au cas où, etc. La concurrence. Une fois qu'on a épuré tout ça, pour l'instant, moi, je n'ai pas connaissance de la moindre saisine qui serait un obstacle à l'application de cette disposition. Je crois que personne n'a pour ambition d'ailleurs de l'attaquer, donc ça va aller. Après, sur le reste, j'ai terminé par un clin d'œil. J'étais la semaine dernière avec des membres du Congrès américain, plutôt conservateurs, hein, de la majorité. C'est vrai qu'on fait le constat qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire le mariage parfait entre le Cloud Act et le RGPD. C'est-à-dire le sujet que vous mentionnez, il a son extension aussi sur l'extraterritorialité version Donald Trump versus notre extraterritorialité, en tout cas protection des citoyens européens via GDPR. Ça reste à co-construire parce qu'on ne pourra pas vivre dans un monde où on aura ces injonctions contradictoires. Parce que là, pour le coup, ce sont des injonctions contradictoires pour certains citoyens en tout cas. Voilà. Un dernier mot, Jean, et en complément, effectivement, pour que les députés n'acceptent pas le Privacy Shield dans Twitter, il suffirait simplement qu'ils utilisent une solution européenne. Donc c'est compliqué de substituer Twitter actuellement, c'est même illusoire. Mais enfin, ici, je me fais aussi le porte-parole d'Exatrust. On a des solutions françaises et on a des solutions européennes qui ont vocation à apporter une certaine souveraineté en termes de cybersécurité et en termes de cloud computing. Donc c'est aussi le rôle, de l'administration, des secteurs publics en France, mais aussi du secteur privé, que de passer des commandes à des acteurs français pour en faire des champions européens et peut-être les rendre incontournables, et on n'aura plus ces problématiques après juridiques. Merci beaucoup, et c'est donc le mot de la fin, c'est la fin de cette table ronde. Merci messieurs d'avoir été avec nous.